essayer de décrypter ce qu'a dit Donald Trump, parce qu'on vient d'entendre Félicité. Il accuse la France de ne pas avoir laissé les avions américains survoler le territoire français, ce que demande notre pays. La France s'étonne des reproches de Trump sur l'interdiction de survol de son territoire. Nous n'avons pas changé de position depuis le premier jour, dit l'Élysée. Nous nous étonnons de ce tweet de Donald Trump. Comment est-ce que vous analysez cela, Éric Danon? C'est une bisbille entre alliés. Je disais que Donald Trump ne nous épargne pas. Il dit aux alliés, si vous voulez du pétrole, allez chercher vous-même dans le détroit d'Ormuz. Il y a une surenchère ou pas? Oui, il y a un petit peu de surenchère de la part de Donald Trump. Mais c'est aussi les effets de communication de Donald Trump. Il ne faut pas non plus surinterpréter ce qu'il dit le matin alors qu'il dit le contraire le soir. Donc c'est pas voilà, il ne faut pas trop faire attention. Il dit les États-Unis n'oublieront pas. Donc c'est une petite, je veux dire, petite phrase sympathique pour nous. Personne n'oubliera rien dans cette affaire. Nous verrons bien ce que les historiens en diront un jour. Mais pour le moment, il y a eu effectivement autour de la question des survols petite tension. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que les avions peuvent plus passer par l'Espagne, qui peuvent plus passer par l'Algérie, et donc vous êtes obligé de monter vers le nord. Et si vous passez pas par la France, vous passez au-dessus, et donc vous vous retrouvez sur la trajectoire qui n'est pas la trajectoire habituelle des livraisons d'armes. Il faut voir que les livraisons d'armes américaines, c'est 1 ou 2 fois par semaine en Israël. Donc il n'y a pas de changement par rapport au survol, mais ça devient plus compliqué pour les avions américains si un certain nombre de pays, un nombre croissant de pays, refusent les survols des avions militaires. Ce qui expliquerait le ton hostile. À ce moment-là, le ton monte. Et vous avez une tension aussi, je termine avec ça, parce que la base nord, c'est la Turquie pour l'OTAN. Et sauf que les Turcs n'ont aucune envie de voir des avions militaires américains destinés à aller ravitailler Israël. Donc, ça vous fait aussi une tension de ce côté-là. Bref, le nombre de routes accessibles lentement se ferme et voilà, ça ne plaît pas évidemment à l'état-major américain. On va juste faire un point sur ce qui s'est passé, les frappes qui se sont concentrées américaines sur Ispahan, qui est la ville où seraient stockés les 450 kilos d'uranium que tout le monde cherche depuis le début de cette intervention. On fait le point avec Michael Dos Santos. Je vous passe la parole, Michel Falad, François Coq. De fortes explosions qui illuminent le ciel d'Ispahan. Ces frappes, partagées par Donald Trump sur son réseau social, ont été menées cette nuit par l'armée américaine. Cette opération pourrait avoir pour objectif un important site nucléaire iranien. Selon le Wall Street Journal, des bombes anti-bunker d'environ 900 kilos auraient été utilisées pour atteindre ces installations souterraines. La IEA estime que près de 440 kilos d'uranium enrichi, essentiel à la fabrication de la bombe nucléaire, y est stocké à environ 200 mètres de profondeur. En face, Téhéran reste vague sur les cibles touchées par ces frappes américaines. Les informations initiales indiquent que des sites militaires à Ispahan ont été visés. En février dernier, des images satellites ont révélé que 2 des 3 entrées du site d'Ispahan avaient été ensevelies. Objectif, atténuer les effets d'éventuelles frappes aériennes, mais aussi rendre difficile l'accès au site. Donald Trump menace toujours d'envoyer des troupes au sol pour récupérer cet uranium. Une opération écartée par le passé, car jugée trop dangereuse. Fayad, est-ce qu'on sait précisément si cet uranium se trouve bien là, s'il a été détruit, s'il a été déplacé? Est-ce qu'on a des informations? On peut, en réalité. Non, très peu en réalité. Parce que même l'Agence internationale de l'énergie atomique dit qu'elle n'a pas vraiment d'informations. Elle s'est rendue 1 ou 2 fois en Iran depuis la fin de la guerre des 12 jours. Et elle n'a pas eu ces informations. Donc personne en réalité peut répondre à cela. Et c'est pour cela que c'est également compliqué pour les États-Unis d'intervenir, puisque s'ils interviennent et puis c'est pas là où ça se être. Enfin, vous voyez, c'est très compliqué. Éric Danon, vous voulez intervenir? Oui. On pense à l'IEA que le stock a été divisé en 2 containers. Ouais, voire même 4, ils ont dit. Peut-être, voilà. Bon, en tout cas, c'est tout petit en volume. Il faut bien voir que 450 kilos d'uranium, soit 660 kg d'hexafluorure, c'est un cube qui fait même pas 50 cm de côté. Ah oui, d'accord. Et c'est tout l'uranium de ce pays. Et évidemment, pour le transporter, vous devez le mettre dans des containers qui sont normalisés par l'IEA. Ça ressemble à
un ballon d'eau chaude, vous voyez, le genre, mais de 2 mètres de haut sur 70 cm de large. Donc c'est Et visible au radar. c'est fait surtout pour rester froid. Car cet hexafluorure d'uranium, il se vaporise à 56 degrés. En dessous, il est sous forme de sel, de paillettes. Ça, c'est facile, c'est gris, ça ressemble à des cristaux. Au-dessus de 56 degrés, vous le vaporisez, ce qui fait qu'il ne faut surtout pas le bombarder. Et donc, c'est un élément pour dire que ce n'est pas ça qui est bombardé. Vous pouvez bombarder les entrées, mais si vous bombardez ça, c'est du genre Tchernobyl, enfin en petit. C'est-à-dire que vous allez vaporiser cet uranium qui est extrêmement radioactif. Et s'il passe dans l'atmosphère, après, allez vous amuser pour aller le récupérer. Parce qu'il va se vaporiser, il va partir dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère, il va se refroidir et il va donc retomber sous forme de cristaux. Donc la dernière chose à faire, c'est d'aller bombarder le stock. Aller le chercher, c'est une autre paire de mains. Et ça veut dire une opération au sol, là, évidemment, aller chercher. Forcément. Avec des hommes américains, oui, évidemment. Absolument. On va le voir dans un spécialisés là-dedans, il n'y en a pas beaucoup. Et il y a un risque, évidemment, dans une opération comme ça, si eux-mêmes se font bombarder, bien entendu. Oui, absolument. François Coq, rapidement. Une première remarque préalable, quand même, c'est que les Américains sont en train de nous dire qu'ils sont en train d'attaquer les sites nucléaires pour faire ce qu'ils prétendaient avoir fait il y a 1 an, quand même. Toute cette question du nucléaire iranien était réglée il y a 1 an. C'était les annonces officielles américaines après la guerre des 12 jours. Deuxième remarque, on peut quand même s'interroger sur la communication américaine. On voit bien qu'il n'y avait pas d'objectif de guerre qui était fixé au début. On voit bien que le président Trump, aujourd'hui, cherche quand même d'une manière ou d'une autre à se sortir de cette affaire. Il remet sur la table la question du nucléaire. Pour la remettre sur la table, il a besoin d'1 ou 2 bombardements assez massifs, assez impressionnants sur des sites nucléaires qui lui permettront de dire qu'il a agi, qu'il a fait et qu'au final, il est fait ou pas, d'ailleurs. Bien sûr. Éric Danon, vous n'êtes pas sûr de ça? Alors, non, la question, c'est que pour sortir de la guerre, Donald Trump a besoin d'un trophée, de façon à marquer les choses. Il en a 3 possibles. D'abord, le stock nucléaire. S'il sort avec le stock d'uranium, il dit bon, voilà, j'ai gagné la guerre parce que voilà mon trophée. Il peut prendre l'île de Karg. C'est un autre trophée possible. Et enfin, il peut réouvrir de façon pérenne le détroit d'Ormuz par une opération quelconque. S'il a une de ces 3 choses, il peut arrêter la guerre en disant « Regardez, j'ai gagné ». De toute façon, il dira « J'ai gagné », mais il peut le dire de façon plus crédible et symboliquement plus crédible. S'il n'a pas un de ces 3 éléments, alors il ne peut pas. Il peut pas s'arrêter. Donc, la recherche de ce stock d'uranium enrichi est sans doute un des 3 trophées possibles qui lui permettrait d'arrêter les frais. Écoutons Pete Hegseth, son secrétaire à la défense américain, et je vous passe la parole, Baudrinel. Mais si l'Iran est sage, alors ils signeront un accord avec nous. Le président Trump ne bluffe pas, il ne reviendra pas en arrière. Et le régime iranien, le nouveau régime iranien, devrait le savoir. Et je parle de nouveau régime parce qu'il y a eu un changement de régime. Et ce régime-là doit être plus intelligent que le précédent. Le président Trump est prêt à signer un accord. Les termes de l'accord sont connus par l'Iran. Si l'Iran ne souhaite pas signer cet accord, alors nous allons poursuivre nos frappes avec encore plus d'intensité. Voilà, Louis Dragnel, ce que nous dit le secrétaire d'État à la Défense. Ce qu'on comprend, c'est que comme ils ont abandonné cette possibilité, cet objectif qui s'était fixé d'éventuellement pouvoir renverser le régime, ils disent bon bah ça y est, c'est fait. En gros, on a tué le père, il y a le fils, il y a quand même un certain nombre de dignitaires qui ont été neutralisés, qui ont été tués. Donc le travail est fait de ce point de vue-là. Donc ça, c'est déjà un acquis pour eux et c'est ce qu'ils essayent d'imprimer comme objectif réussi. Ensuite, on voit bien que manifestement, ils resserrent tous les objectifs autour de la question de l'uranium enrichi, autour de la bombe nucléaire. Et donc, on voit bien que voilà, Donald Trump maintenant essaie d'expliquer que si les Iraniens ne peuvent plus utiliser la bombe atomique, ce sera une définition possible de la victoire. Parce que, on le rappelle, on est tous d'accord autour de ce plateau, mais Donald Trump, là, on voit bien, et d'ailleurs son administration veut sortir
au plus vite de ce conflit, parce qu'il voit bien que le temps passe et globalement, on ne voit pas très bien ce qui pourrait changer de plus si... non mais vous pouvez continuer de frapper, cibler et tout ça, mais s'il n'y a pas de changement structurel au sein du pays, pour l'instant, en réalité, ça n'a pas d'utilité. Michel Payade, oui, la pause. il dit que le régime a changé. Moi, je ne pense pas du tout. En réalité, ceux qui sont venus en première ligne, au contraire, ce sont les vrais chefs. C'est-à-dire que depuis en fait la guerre de juin, j'ai toujours dit que ceux qui tiennent vraiment le régime sont Mohsen Rezaei et Mohammad Ali Jafari. Aujourd'hui, donc là, il y a 2 semaines, Mohsen Rezaei a été nommé conseiller militaire du guide suprême. C'est un ancien chef des gardiens de la Révolution. Il est resté plus d'une dizaine d'années à la tête des gardiens. Et donc c'est lui, en l'absence du guide qu'on ne voit pas, qui dirige vraiment le pays. Ensuite, Mohammad Ali Jafari, c'est lui qui était également ancien chef des gardiens de la Révolution pendant plus de 10 ans. Et c'est lui qui est à la base de la stratégie, vous savez, de défense mosaïque, avec cette défense un peu éparpillée dans tout le pays, capable de résister en cas justement de décapitation du régime. Donc aujourd'hui, les principales personnalités qui étaient, si vous voulez, jusque-là un peu cachées derrière l'organigramme, se sont mis devant en première ligne. Donc le régime n'a pas changé, au contraire, il a été décapité, mais c'est les vrais chefs qui ont pris leur place. Et celui qui a succédé à Larijani, Zolkader, donc à la tête du Conseil national de sécurité, c'était le numéro 2 de Rezaei. Donc en fait, c'est pareil, ils ont mis devant... C'est le même régime. Exactement, et même c'est les anciens, ce sont ceux qui ont fait la guerre Iran-Irak. Donc on ne change rien en fait. Allez, petite pause, on se retrouve dans un instant, on va évoquer l'intervention précise terrestre des troupes américaines. On verra ça avec Augustin Donadieu et on va voir si elle est, à votre avis, Eric Danon, réalisable. À tout de suite. 18h19 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Les Américains vont-ils se lancer dans une opération militaire au sol en Iran pour remporter un des trophées de guerre dont on parlait il y a quelques instants avec Eric Danon? On va écouter Monsieur Dan Kane, qui est le chef d'état-major des armées des États-Unis. Aucune option n'est à écarter, dit-il. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un large éventail d'options militaires qui nous est offert par ces troupes qui sont prêtes à être déployées. Et moi, je ne veux pas limiter les options du président Trump, mais sachez qu'il y a beaucoup de possibilités, beaucoup d'options. Et l'Iran, comme vous le savez, est sous pression. Donc, eux doivent réfléchir à comment ils doivent agir, notamment sur le plan diplomatique. Augustin Donadieu nous a rejoint. Bonsoir Augustin. On va faire un point sur les forces américaines qui sont présentes dans la région. Ils sont un peu partout, mais quelles sont les forces précisément qui sont sur place? Alors déjà Laurence, on estime entre 40 et 60 000 le nombre de forces américaines dans la région. Ils sont, vous l'avez dit, disposés un petit peu partout. 10 000 militaires au Qatar sur différents sites américains, 13 000 au Koweït, vous en avez 7 000 au Bahreïn, 5 000 aux Émirats Arabes Unis et de 3 à 5 000 en Arabie Saoudite et bien sûr des hommes, vous l'imaginez, dans le golfe Persique, dans le golfe d'Oman ou encore dans le détroit d'Ormuz. Augustin, quels sont les moyens déployés dans ces mers et sur ces continents? Eh bien, on va commencer par les forces navales. C'est le cœur du dispositif américain avec notamment les 2 porte-avions, l'USS Abraham Lincoln, l'USS Gerald Herford, accompagnés évidemment de leurs destroyers et de leurs croiseurs. Il y a également des navires amphibies. On parle là de l'USS Tripoli qui n'est autre qu'un porte-hélicoptère de combat, un porte-hélicoptère bien particulier. Vous avez ensuite les forces aériennes. Il y a 3 types d'avions américains déjà engagés dans la région, ou du moins en attente. Il y a les chasseurs furtifs, les F-35, F-22, vous avez les avions de combat, des F-15, des F-16, des AWACS. Alors les AWACS, pour nos auditeurs d'Europe 1, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont, vous savez, les avions avec le gros globe sur le dessus, ce sont des avions radars. Et vous avez également, évidemment, des avions ravitailleurs pour donner du kérosène à tous ces avions en vol. Et puis, il y a aussi les forces terrestres et marines. Et oui, les forces terrestres et marines, avec notamment 2500 Marines déployés, entre 30 et 60 000 militaires, je vous l'ai dit il y a un instant. Vous avez également des forces spéciales et enfin, cette fameuse 82e division aéroportée. Qui est déjà intervenue, Augustin, sur plusieurs théâtres d'opération. Et oui, cette unité d'élite est composée de 20 000 hommes. Ils ont la capacité de se déployer partout dans le monde en moins
rien de 18 heures seulement. Ils ont déjà notamment participé au débarquement en Normandie, c'était en juin 1944, à la guerre en Afghanistan dès 2001 ou encore durant la guerre en Irak à partir de 2003. Et plus récemment, elle a aidé de nombreux Américains à quitter l'Ukraine, notamment durant l'invasion russe en février 2022. Ces parachutistes pourraient se déployer sur place, peut-être pour prendre l'île de Kark. Vous savez, c'est cette île dans le détroit d'Ormuz, stratégique pour l'Iran, puisque c'est de là que l'Iran exporte 90% de son pétrole. Il faut savoir qu'en plus de tous ces moyens que je viens de vous citer, le Pentagone envisage, selon les médias américains et selon le Wall Street Journal, l'envoi de 10 000 soldats américains supplémentaires. Merci beaucoup, Augustin Donadieu. C'est très précis. Une seule question. Les Américains peuvent-ils prendre le risque de perdre des hommes au sol dans cette région et en Iran, Éric Danon, aux yeux de leur opinion publique? Vous avez clairement un effet de communication. Il s'agit de montrer qu'il y a beaucoup d'options possibles. De façon à dire que Trump est en capacité et en responsabilité. Si on lui disait il y a une ou deux options, on dirait que le président est obligé de faire telle ou telle chose. Et là, vous lui redonnez la capacité de décision, donc la capacité du chef. Très bien. Il ne sait sans doute pas lui-même ce qu'il va choisir à ce stade. Mais l'important, c'est que pour le récit, c'est lui qui va décider du type de départ au sol. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Oui, ils en ont tout à fait la capacité militaire et opérationnelle. Est-ce que perdre des soldats n'est pas le plus grand risque de Trump? Oui, on sait bien qu'il faut absolument limiter les pertes parce que ça évoque trop de mauvais souvenirs aux États-Unis de voir des soldats rentrer dans un cercueil avec le drapeau on a déjà autour. On a déjà vu une quinzaine, ce que ça donnait. Et attention à ça, ça leur fait aussi penser au début de la guerre au Vietnam. Parce que ça a commencé comme ça. Petite intervention, on ne va pas rester, et finalement on va faire une intervention au sol, puis finalement 4 ans plus tard, vous êtes dans une mauvaise posture. Donc, il se méfie de ça. C'est quoi son échéance? Son échéance, c'est le 4 juillet prochain. Pour le 250e anniversaire des États-Unis, la situation doit être claire et nette pour son propre électorat. Au sol, pas au sol, un trophée, pas de trophée. L'important, c'est que son discours soit totalement cohérent et propre vis-à-vis de sa base MAGA et, de façon plus générale, de la droite américaine. Donc avec un trophée en poche, c'est possible. François Coq, une intervention au sol, oui, non, Éric Revel? Oui, une intervention au sol, c'est-à-dire qu'on se souvient que le président Trump avait donné à voir ce qu'il appelait la plus grande armada navale jamais réunie avant d'attaquer l'Iran. Et donc, on est tenté de se dire, à partir du moment où il réunit des forces, c'est qu'il va attaquer. Là, il fait pareil et même dans des proportions peut-être encore plus importantes que ce qui nous a été présenté. On sait que les Américains ont été ressortir, par exemple, beaucoup de vieux matériel amphibie pour préparer un débarquement. Est-ce que ça veut dire qu'il le fera forcément? Ça, on ne peut pas le dire à ce stade. Ce qui est sûr, par contre, c'est que si les Américains vont au sol, il y aura des dégâts dans leur rang, avec un deuxième point d'agenda, qui est le 4 juillet que vous avez évoqué. Mais il y a bien évidemment les élections des midterms derrière, qui sont un enjeu majeur. Oui, il y a les midterms, donc là, il joue politiquement très gros. Je rappelle quand même qu'il a fait campagne sur l'idée, c'est pour ça qu'une partie de sa base MAGA quand même le lâche. Je pense à des gens aussi médiatiques, Tucker Carlson par exemple, qui a pris ses distances, qui avait fait campagne, ce journaliste un peu décrié. Et une partie de la base MAGA le lâche pour une raison très simple, c'est qu'il avait juré, craché qu'il n'y aurait plus d'intervention, que lui, il était là pour arrêter les guerres, pas pour les commencer. S'il dépêche des troupes au sol, il est dans une seringue politique et bien sûr humaine. L'ambassadeur a raison, mais il est dans une seringue politique. Je ne sais pas si la date du 4 juillet lui suffira pour se refaire... une autre image. Louis et Michel. Alors, ce qu'on voit bien, c'est que l'objectif aussi de la planification qui est faite par l'état-major américain, et donc c'est toutes les options qui sont mises sur la table, c'est aussi pour laisser la possibilité à Donald Trump de bien voir aussi qu'il a la possibilité de ne pas le faire, de ne pas envoyer des troupes au sol, parce que moi j'ai l'impression que ça donne, c'est qu'il a toujours voulu dans ce conflit-là gagner la guerre avant la guerre. Il a envoyé plusieurs groupes aéronavals dans la région. Ensuite, il envoie effectivement, il y a ce stock de troupes, sachant que, petite précision quand même, on ne peut pas additionner, c'est-à-dire que toutes les forces américaines dans la région ne sont pas toutes les forces qui peuvent débarquer sur une île. Il faut simplement se concentrer sur la 82e Airborne, les forces spéciales et les Marines.
c'est à peu près tout ce que compte l'armée américaine sur place de personnel qui peuvent effectuer l'action du débarquement. Mais il sait très bien que s'il mène cette action-là, effectivement, très rapidement, évidemment, il y aura des morts, à moins qu'il ait la certitude d'avoir une action éclair avec en une journée c'est terminé. Mais ça me paraît très compliqué compte tenu de ce qu'on voit depuis le début du conflit où tout est beaucoup plus complexe, beaucoup plus long et il y a une résistance du régime. Donc on a quand même l'impression qu'il veut faire cette démonstration de force pour ne pas avoir à utiliser cette force et obtenir quand même de la part du régime iranien une clé pour sortir de ce conflit. Michel Fayad. Mais moi, je ne crois pas qu'il puisse s'entendre avec les Iraniens. Du coup, je pense qu'il va aller vers la prise de l'île de Karg. Parce qu'il y a quelque chose qui est très important, qui est passé un peu inaperçu, c'est qu'il y a quelques jours, le président iranien Pezeshkian a dit au Parlement iranien que l'Iran ne peut tenir que 3 mois économiquement. Sans l'île de Karg. Non. Il a parlé en général, vu la situation, les sanctions économiques et toutes les frappes et la guerre. Et oui, il y a un énorme problème de sécheresse, puisque juste avant la guerre, il était question d'évacuer Téhéran par manque d'eau. Et donc, il dit que lui-même, que l'économie iranienne ne peut pas tenir au-delà de 3 mois. Or, si vous prenez l'île de Karg et donc vous prenez le contrôle de 90% des exportations de pétrole, les 3 mois sont drastiquement réduites. Et puis ce qu'on oublie également, c'est que la République islamique d'Iran, en réalité, d'un point de vue économique, c'est une économie socialiste. Il y a énormément de fonctionnaires, il y a énormément de subventions données aux Iraniens, que ce soit pour l'eau, pour l'électricité, etc. Et donc s'il n'y a plus de subventions, s'il n'y a plus de salaire, parce que ces soldats et ces gardiens sont aujourd'hui payés avec quelques semaines de retard. Mais là, s'il n'y a plus l'île de Karg, il n'y a plus de revenus. Il n'y a plus de carburant. Il n'y a plus de carburant. Là, c'est l'explosion. Ah oui, là, c'est une explosion. C'est pour ça qu'il disait que le régime s'effondrerait de l'intérieur. Parce qu'il y a beaucoup de soldats et beaucoup de gardiens qui refuseront d'aller se battre s'ils ne sont pas payés et s'il n'y a pas de salaire. Michel, le risque, moi, que je vois, Eric Revel, Naïma pour terminer. Perdu, parce qu'évidemment, le régime serait coupé d'une partie importante de ses recettes, ce qui peut déclencher sur des infrastructures gazières, ils l'ont déjà fait avec Qatar Énergie ou pétrolière, risque de provoquer un chaos énergétique et économique mondial. Mais c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Ils vont probablement à ce moment-là demander aux Houthis de frapper sur l'Arabie Saoudite et les champs pétroliers saoudiens. Eux-mêmes, comme vous dites, ils vont peut-être frapper le champ gazier qu'ils partagent avec le Qatar. Donc ils ont déjà paralysé 15 à 17%, ils pourraient le paralyser à 100%. Je suis bien d'accord, il peut y avoir des répliques énormes. Mais eux-mêmes ont un vrai problème économique qui peut conduire à leur chute. Il faut quand même pas oublier deux choses en réalité. La première, c'est que la Serbie, à l'époque, avait reçu énormément de bombardements et quand les bombardements se sont arrêtés, quelques mois après, le régime de Slobodan Milosevic était tombé pour des raisons économiques. Ça, c'est une chose. L'autre chose, le régime de Bachar el-Assad, qui a tenu pendant 13 ans de guerre, il est tombé en 8 jours à partir du moment où Assad ne pouvait plus payer ses soldats. Donc, quand les soldats ne sont plus payés, le régime tombe. Naïma, pour terminer. On sous-estime l'Iran. Je crois vraiment que ce n'est pas du tout comme la Syrie. Moi, je voudrais juste poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le choix, en fait ? Est-ce qu'on a le choix ? Est-ce qu'il ne faut pas aller jusqu'au bout ? Parce que justement, l'Iran représente une menace. Il représente une menace pour les monarchies arabes. Il représente une menace première pour Israël, puisqu'il veut la destruction d'Israël en soutenant et en finançant les proxys. Et une menace pour le monde. Est-ce que, oui, on peut parler du chaos, encore une fois, des problèmes liés à l'énergie, mais est-ce qu'on a le choix aujourd'hui ? On a, je pense, que le choix d'aller jusqu'au bout. Et je pense qu'Israël ne va pas laisser Donald Trump, effectivement, négocier. Dernier mot d'Éric Danon, là-dessus. Oui, si on arrive à définir ce que c'est que d'aller jusqu'au bout. La chute du régime islamique et le changement. Oui, mais c'est pas ce que dit Léon Mizrahi. Alors là, à mon avis, pas si facile que ça à déclencher de l'extérieur. Pour le déclencher de l'intérieur, il faut 3 choses. Et je termine avec ça. Il faut d'abord un système de communication qui permette aux oppositions de se structurer de façon à monter des actions ensemble. Si vous n'avez pas d'Internet en Iran, vous avez un trop grand territoire et trop de difficultés pour monter les opérations. Ensuite, il faut de l'argent. Il faut beaucoup d'argent sur place ou en perspective pour retourner un certain nombre de responsables et leur promettre que ça ira mieux après. Et vous ne retournez pas des gardiens de la Révolution ou des Bassidji avec des caramels. Il faut énormément d'argent. Troisième chose, il faut des armes. Et à ce stade, il n'y a pas de voie d'accès. Alors, par les airs, la CIA n'a aucune envie de parachuter des armes. Les expériences passées ayant montré
pour la France aussi d'ailleurs, que ces armes pouvaient se retrouver dans de mauvaises mains après. Donc il faut les passer par le sol. Par le nord, ce sera trop compliqué, par la mer, à cause des Russes qui sont trop près. Par le sud, bien sûr, les Kurdes d'Irak seraient prêts à le faire. Mais pour ça, ils ont demandé un appui militaire, en fait un appui aérien, de la part des Américains, qui ne peuvent pas, à ce stade, le leur donner, parce que les Turcs sont totalement opposés, évidemment. Si les Américains se mettent à valoriser les Kurdes, alors évidemment, les Turcs seront totalement contre. Et voilà pourquoi nous sommes un peu bloqués dans ce système. Merci de cette analyse, Eric Dano. On fait une pause, on se retrouve dans un instant. On poursuit ce débat avec Henri Guénaud et Aquilino Morel. À tout de suite.